That's the main difference, I think, about New Zealand and tramping compared to a lot of other places, is just the density of the bush. It's so easy to go wrong. When we did the Dusky Trek, we met 2 Americans. It was quite funny. One of the things they wrote in one of the hut books, the guy wrote, "This is the first time I was actually on the track and a duck swam past me." And then he had in brackets, "The water was up to my shoulders." They were just shocked. Let's imagine that you're taken in the rainforest. There's no track. How would you feel that if you had to find your way? Yeah, I would be lost, I think. Maybe after a while I would figure out where's the north and where's the south with the compass. But I think it would be impossible to find my way because it was so dense at times that you couldn't even go through it. So I think I just would be lost. Yeah, so if I was out in the bush and I had to make my way back, yeah, that'd be pretty freaky, you know. I don't know how well I'd do. Yeah. It's pretty hard to orientate yourself with anything because even at getting like 5 meters off the track, it can just look like you don't know where you are. In an environment like this, you can't just walk through the bush. It's too hard, the bush is too thick. You look around and it is very dense. So walking through that sort of vegetation is not a good experience. You're going to get scratched, you're going to get, all sorts of things. But as I said, would I do it? No, probably not in this environment, no. En 2017, nous avons fait une itinérance de 8 jours dans le parc du Yosemite. C'était la toute première fois que je faisais une itinérance aussi longue et elle a fait naître en moi le désir irrépressible de répéter ce type d'expérience. Les moments passés seuls sur les sentiers avaient laissé une forte empreinte en moi et j'ai voulu aller plus loin dans ce sentiment d'intimité avec la nature. C'était comme un cri de l'âme. C'est là que Willy m'a parlé du concept d'azimut brutal. Ça m'a tout de suite emballée. Et l'expérience qu'a Willy de la pleine nature m'a permis de l'envisager sans aucune crainte. L'idée était de faire vivre à Anne-Laure l'ambiance des premières explorations grâce à plusieurs petites expéditions à l'étranger, mais de préférence dans des endroits à forte connotation d'aventure. On tenait vraiment à progresser dans une nature totalement sauvage, sans aucune trace de l'homme. Ça, c'était notre objectif premier. Le concept d'azimut brutal s'est imposé de lui-même parce qu'il offre cette double opportunité qui est de plonger au cœur de la nature tout en ayant une part d'inconnu. On savait qu'en s'imposant de tirer tout droit jusqu'à un sommet, on allait rencontrer des obstacles, mais c'est parce qu'on tenait à ce qu'il y ait des imprévus. De toute manière, pour vivre une exploration, on savait que l'on n'avait pas le choix. Il nous fallait explorer. Nous décollons donc pour la Nouvelle-Zélande, lieu de nos 2 premières expéditions. Nous nous sommes dit, quoi de mieux que d'explorer les forêts primaires du Jurassique aux allures de monde perdu pour se perdre nous-mêmes. Lorsque l'on part en autonomie en pleine nature, ça soulève toujours le même problème qui est celui de la quantité de nourriture qu'on va prendre avec nous. Dans des conditions de progression comme celles que nous allons rencontrer, il est impératif de rester mobile, ce qui signifie rester léger. Le jeu est donc toujours de prendre un maximum de calories pour un minimum de poids, mais aussi pour un minimum d'encombrement. Les repas lyophilisés sont la meilleure solution, mais ils coûtent cher. C'est pourquoi on fait toujours nos rations nous-mêmes. Nous étions autour de 1800 calories par jour, ce qui est insuffisant pour couvrir l'ensemble des dépenses journalières, mais c'est largement suffisant pour tenir une dizaine de jours à ce régime. Alors voilà ce qu'on a pour une semaine d'aventure pour une personne en nourriture. Petit plus moral, du chocolat, parce que c'est très très bon et que ça fait beaucoup de bien.
Nous voici partis pour notre première aventure vers le mont Pureora. Une petite montagne sans prétention, mais à l'ambiance, paraît-il, fascinante. Donc c'est ce matin, départ de l'azimut brutal, depuis donc la Boggin Hut. On va prendre notre azimut sur la carte en direction du mont Pureora. Donc nous, on va dans ce sens-là, direction du mont Pureora. Là. Parallèle. Mais alors c'est pas bien compliqué. C'est plein nord. Ouais, je suis presque prête. Hop. Bon allez, on y va. C'est parti! Après 6 mois de préparation, on était vraiment surexcités à l'idée de commencer. Donc l'azimut brutal commence ici. Allez, c'est là. Let's go! On avait lu un article qui vantait l'ambiance un peu particulière de cette forêt avec ses arbres barbus. On s'était dit qu'il fallait qu'on y aille. C'est très difficile de donner un point de direction. Voilà, là le point, on va avoir un point à 5 mètres quoi. Donc des fois on prend un azimut sur 5 mètres et bon bah voilà, hein, t'as repéré? Ouais, là faut viser le tronc un peu épais au fond. C'est parti. C'est donc impossible d'aller tout droit dans une forêt primaire. C'est trop dense, donc on vise quand on peut, quand c'est possible, on vise quelque chose à un point remarquable, un arbre avec une racine un peu particulière, des choses comme ça, et on va jusqu'à lui. Après, on va jusqu'à lui comme on peut, c'est-à-dire en louvoyant, en évitant au maximum les branches, il y a les sacs à dos, etc. Donc on peut suivre un azimut, mais on ne peut pas y aller de manière rectiligne, c'est pas possible. Ce qui est super, c'est d'être projeté, grâce à l'azimut brutal, dans l'ambiance des explorations. C'est une vraie aventure parce que vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Ponctuellement, vous émettez beaucoup d'optimisme sur « Ah tiens, là on en a un peu bavé, j'espère que la suite sera plus comme ça. » C'est comme une blague ce que je viens de dire. Non, c'est pas comme ça. Moi je marche dans tes pas, comme ça la terre est déjà bien écrasée. Quoi? Tu sais, je marche dans tes pas, comme ça la terre est écrasée et je me pète pas la gueule. J'ai senti. Moi, je suis maline. Je marche dans tes pas. Il ne faut jamais faire confiance au tronc. Je croyais que ça tenait, mais ça ne tient pas. Donc, quand on croit que le tronc est là, en fait, il n'est pas là. Il est par terre. Et vous aussi. Mince, un tronc qui tient. Ça tient, et celui-ci. Même si c'est vraiment difficile d'évoluer en forêt primaire, l'avantage est qu'on ne s'ennuie jamais. Je dirais même qu'il y a une forme de jeu. Finalement, la difficulté de progression apporte aussi du plaisir.
Donc là c'est trop dense et on n'a pas de point remarquable. Donc la technique c'est que je garde la boussole et en fait moi je fixe la boussole et je guide Anne-Laure pour qu'elle contourne et dès que je la vois limite, elle s'arrête et je la rejoins. Et comme ça, le point remarquable finalement ça devient Anne-Laure. Let's go. Parti. Et passe à droite. À droite, top, top. Ok, prends l'azimut. Ouais. Rejoindre le gros arbre, contourne par là, on redescend. Faut pas le perdre de vue. Alors? Là-bas. Ah oui, là-bas, d'accord. Oui, tu sais, là. Bah, Oui, oui, je vois très bien. l'arbre La là-bas. croix, on vise la maison là-bas. Tu sais, cherche l'arbre. On Cherche- n'a pas beaucoup, tu le Cherche trouveras. l'arbre. Ici, la priorité est toute simple, hein. C'est de ne jamais se perdre. Sinon, vous pouvez tourner en rond pendant très longtemps. Ça colle? Je pensais que c'était plus solide que ça. Vraiment un monde vert. On dirait un univers qui est sorti de l'imaginaire de quelqu'un. C'est d'une beauté incroyable, surtout quand on n'a pas ça à la maison. Je pense que c'est ça aussi qui joue. C'est quelque chose qui change vraiment de ce que je connais. Et il y a vraiment quelque chose de l'aventure, de se retrouver dans un milieu différent. Une fois plongé au cœur du terrain, on se rend compte que la réalité est plus dure que le rêve qu'on s'en faisait. Mais on se sent aussi tellement vivant. Alors, par où va-t-on? Quel est le prochain point? C'est évident. C'est par là. Des fois, on a l'impression, quand on arrive devant l'arbre, quand on se dit ok, je reprends l'azimut, on a l'impression, par exemple, on va se dire ouais, donc là, ça devrait être là. Et en fait, on prend l'azimut et oh putain, merde. Enfin, pardon, c'est là. Le sens est complètement perturbé, très vite. Et là, j'ai été perturbé, par exemple. Donc là, Anne-Laure est partie en mode Panzer. On est dans une zone très pourrie, hyper chargée. Donc du coup là il va être 16h, entre 16h et 16h30, c'est toujours le moment, idéalement 16h30 où on pose le bivouac. Le temps de mettre le hamac, les tarpes et tout. Et donc là on va vers un gros arbre et c'est pas rare que des fois il y ait des zones un peu plus dégagées. Et dans ce cas-là on va sauter sur le casse parce que là, c'est pourri. Alors après la pluie et la grêle, on s'est rendu compte que les bâches commencent à fuir. Willy est en train de mettre une bâche sur l'autre. Je reste chaud pendant qu'il a froid et qu'il fait la popote. Elle est où la popote d'ailleurs? Ah, elle est dans le sac la popote. Merde, je l'ai pas sortie. Je l'ai oubliée. Elle est dans mon sac. Elle est au fond? Non. Au fond à droite. Oh. Mais il n'y a plus grand chose dedans. De toute façon, le sac de couchage et tout, c'est enlevé. Ah bah merci. Anne-Laure, Hein? on va se lever tranquille. Ouais. Ah, quelle merveilleuse nuit, hein? Mais quelle merveilleuse matinée! Il n'a pas plu de la nuit, mais les arbres lâchent encore des gouttes. Quand c'est fini de pleuvoir en forêt primaire, il pleut encore. Mais il pleut encore 8 heures après. Voilà. Ouais. Avec les sacs et tout, on galère quoi. On sera peut-être plus rapide par la forêt finalement. Oui. On dirait. Bon, bah, on Donc là, remonte. On va remonter par l'arbre peut-être là. Arrêtez par l'arbre. La traditionnelle barre de bœuf séchée.
Y en a marre du bœuf, y en a marre du bœuf. Ah bah le bœuf. On peut pas se permettre de prendre le temps de manger. Donc il fait 5 degrés et il pleut. Donc on a très vite froid. Donc il faut manger vite. Manger pour vite vite. repartir. Pour vite repartir. Faut partir. Faut rester dans l'action. On avance bien. Oui. La végétation, c'est un peu tout pareil. Donc, pour prendre un azimut, en fait, on suit vraiment la direction. Mais c'est difficile de prendre un point reconnaissable de loin comme on a pu le faire avant. On a l'impression, des fois on a l'espoir, on se dit ouais, ça se trouve à un moment donné on va tomber sur une zone un peu plus dégagée, ou plus on va vers le sommet, plus ça va se découvrir un peu. Non, c'est toujours pareil. Toujours. Un tout petit peu plus bas. Ouais, nickel. Tu passes. C'est bon. Putain. C'est vraiment, vraiment dense là. Voilà, on n'a jamais eu ça. C'est quoi cette pause? C'est une pause, je réfléchis mon cœur. D'accord. Est-ce qu'on se fout pas dans la mer, tu penses? Ah non, mais là Non. on n'a pas le choix, il faut sortir. C'est pas l'histoire. On a un si peu de distance que là, il faut y aller. Mais la question c'est, est-ce qu'on enlève le sac ou pas? Ah. Mais il est lourd. Ah, c'est dense. C'est très, très dense. À ce moment-là, on est quand même inquiet avec Anne-Laure parce qu'on se pose pas mal de questions. Combien de temps ça va durer? Le sommet est-il encore loin? Et surtout, la journée étant déjà bien avancée, si on n'est pas au sommet ce soir, où est-ce qu'on bivouaque? On est sorti. On a sorti la tête. Ouais, on vient de sortir la tête, le buste, mais direct. Ça fait chaud au cœur et on va tout de suite beaucoup plus vite. L'autre super surprise. Youhou! Putain, on y est. Yaha! On est bientôt sorti de cette merde. On est bientôt sorti de cet azimut brutal. Ça sent là. On l'a fait. Wouhou! Allez, on vous montre le trajet. Alors là, en fait, on vient de là-bas. Et on a traversé tout ça. Grâce à cette première aventure, j'ai pu vraiment me rendre compte des différences entre un sentier et le bush. Le sentier est tellement plus rassurant, on est tellement plus exposé dans le bush. En revanche, c'est tellement plus amusant. Grâce au projet Azimut Brutal, nous tenions aussi à montrer les différences qu'il peut y avoir entre de la randonnée sur un sentier balisé et une exploration au cœur d'une nature vierge. Ce sont des différences majeures qui prouvent qu'un chemin est déjà un aménagement qui change totalement la donne. Grâce à la beauté de ces paysages et depuis le succès du film du Seigneur des Anneaux, la Nouvelle-Zélande est maintenant une des destinations phares de la randonnée dans le monde. Face au nombre croissant des pratiquants, de nombreux aménagements ont été prévus pour favoriser l'accès au plus grand nombre et garantir un minimum de sécurité tout en préservant les écosystèmes. Le sentier apporte un confort considérable qui est celui de se rendre à sa destination sans stress. C'est une orientation des plus faciles, on sait où on va et dans combien de temps on arrivera au refuge. Il pleut beaucoup en Nouvelle-Zélande. Des pontons sont donc implantés pour cela au cœur des zones les plus marécageuses. Ce qui est dingue, c'est qu'on se retrouve alors à marcher à 5 km/h sans effort, alors que dans la vase, on avancera à 500 m/h. La traversée d'un cours d'eau, selon son débit ou sa largeur,
Ça peut vite devenir une vraie galère, voire totalement impossible si c'est un canyon. Grâce à ces passerelles, on gagne un temps monstre et surtout on traverse à sec et en toute sécurité. Pour compléter les aménagements, le gouvernement a ouvert des centres d'accueil des visiteurs dans les parcs nationaux. On peut y demander conseil, trouver des informations sur la faune et la flore locale, les bulletins météo, les cartes des sentiers, un peu de matériel de randonnée et parfois même réserver des nuitées en refuge gardé. Selon les lieux de randonnée, on trouvera des refuges qui peuvent être assez sommaires ou vraiment tout confort. Mais tous vont apporter ce sentiment de nid douillet, surtout en cas de mauvais temps, chose fréquente en Nouvelle-Zélande. Certes, une tente est une petite maison que l'on peut emporter partout avec nous. Mais le refuge offre la possibilité de s'asseoir en reposant son dos contre le mur ou le dossier d'une chaise, de faire couler l'eau du robinet plutôt que de la filtrer sous une forte pluie, de réchauffer ses pieds auprès du feu et de sentir sa douce chaleur se répandre dans la pièce même s'il y a quelques trous dans le plancher. Lorsque le feu crépite dans l'âtre, la pluie qui tombe peut même créer une musique poétique. On peut se laisser aller à se prélasser ou se joindre aux autres pour une petite partie de dés sans crampe à la clé. Si nous avons un doute ou un problème, c'est un lieu où nous pouvons plus facilement trouver une oreille attentive. D'ailleurs, tous les ans, des personnes perdues sont retrouvées grâce aux indications qu'ils avaient laissées dans les registres des refuges. Le confort des aménagements, c'est tout ça, et on en prend pleinement conscience quand on va se perdre dans le bush. Pour cette seconde aventure, on avait choisi la forêt Raiatea parce qu'elle est réputée pour être l'une des plus boueuses de Nouvelle-Zélande. Bizarrement, on s'était dit que ça pouvait rajouter du piment à l'aventure. On a emprunté son unique sentier sur les 2 premiers jours. Évidemment, ça n'a pas été forcément l'extase. Vous avez plus l'impression de cheminer dans une rivière de boue, donc finalement, on avait vraiment hâte de commencer l'azimut brutal. Donc nous, on est là. Sur cette courbe, à peu près là. Ouais. Et donc là maintenant, il faut prendre un azimut direct sur le mont. Sur le sommet Raiatea. Ouais. C'est bon pour moi. Let's go. On est content de retrouver la forêt primaire. C'est un environnement qui commence à nous devenir familier. On commence à se sentir chez nous. On retrouve rapidement certains automatismes, certains réflexes acquis lors de la précédente aventure. Et on se demande quelle surprise va nous concocter celle-ci. Grande fougère arborescente. Et derrière, juste derrière, directement, il y a un grand tronc un peu au soleil. Ah oui, ok, d'accord. Donc le perd pas de vue. Fougère, petit tronc, grand tronc. Ceci n'est pas un arbre. Ceci est une fougère arborescente. Ce qui est frustrant avec les fougères arborescentes, c'est que souvent elles se trouvent là où idéalement il y aurait un arbre pour mettre le hamac. Donc parfois elles m'énervent un peu. Donc là, avant d'installer les hamacs, on va nettoyer un peu la zone. Et donc du coup on enlève tout ce qui est mort. Les troncs, les branches, histoire d'avoir un sol à peu près propre. En fait je m'en rends compte, là c'est pas tant moi qui s'inquiète. C'est vrai que du coup c'est Willy qui porte plus la responsabilité du bien-être du groupe. Et ça je pense que ça change aussi un peu l'expérience. C'est plus facile. On partage les tâches, les décisions, mais on n'a pas les mêmes rôles. Mais je suis contente de pouvoir dire ah voilà, c'est moi qui prends la tête un peu, c'est moi qui pars devant, j'ouvre un peu la voie. Et puis de temps en temps quand je fatigue, dire oh tu veux pas passer devant. Et du coup j'ai entre guillemets juste à suivre et je me pose un peu moins de questions. Donc là en fait on a retrouvé un bon cours d'eau. Donc on va pouvoir faire le plein d'eau. Ouais, j'ai soif. Donc ce qui est fun, c'est que dans ces conditions d'exploration, on doit retrouver des techniques de survie. Il n'y a pas de flotte, il faut en trouver. Là maintenant il va falloir trouver un lieu de bivouac dans cet antre-là de lianes. Mais c'est complètement jouissif. On se régale beaucoup plus ici
que sur le sentier. Ouais, ça, il n'y a pas photo. Hein. Donc comme on peut voir, en fait on touche pas le sol, on repose sur des lianes. Des lianes et des racines. Il y a un plaisir qui se crée lorsque l'on est totalement perdu en pleine nature. Tout simplement parce que nous sommes dans des endroits où ce n'est pas possible que personne ne soit jamais passé. Et déjà, il est plaisant d'être au cœur d'une forêt primaire parce qu'on est seul. On est loin des hommes, on est loin de l'aménagement des hommes, et au contraire, on est au plus proche de la nature, mais de la nature telle qu'elle désire être. Et du coup, la vraie relation intimiste, elle est là, lorsqu'on a l'impression de redevenir son confident. Là, c'est trop raide. Et ouais, même... Je me demande si c'est pas une petite cascade là. Du coup, il est parti jeter un coup d'œil, voir où est-ce qu'on peut réussir à se frayer un passage. Donc voilà la cascade. En face, c'est très raide. Et il y a des chances pour que ces types de fougères un peu aquatiques là, elles soient accrochées sur de la roche. Elles sont pas aussi solides que les fougères. Donc là, on peut pas traverser ici. Donc on remonte. Trop chouette, on va tout remonter. Petite blague du matin. Donc on a quand même continué à descendre. Parce que on est des petits filous. Parce qu'on voulait voir quand même, on s'est dit, il n'y a pas un petit truc qui passe là. Donc en effet, il y a un moment donné, il y a une petite vasque et on pourrait passer, mais on ne peut pas rejoindre la vasque. Donc on remonte encore un petit peu plus. Et en revanche, ça veut dire qu'en termes d'azimut, on va être obligé de tout recalculer et qu'il est absolument impossible de contourner et de redescendre pour se dire ah bah tiens on est à peu près là, parce que c'est illusoire de croire combien de distance exactement on a pu faire en décalage. Donc ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné retrouver une ligne de mire pour essayer de retrouver le sommet et du coup modifier notre azimut. Ça passe à droite ? Ouais, ça passe. T'es où là ? Lève le bras. Wow. Galère ? Bah, ce sera mieux qu'ici quand même. Ok. On n'en est pas sorti quoi. Ouais. Donc là on vient de sortir d'une zone de bouche un peu raide, puis on est tombé sur une zone découverte, ce qui nous permet de voir que on est bien ici. On voit l'antenne là du mont Raitea. Plus de sexy. L'aventure n'empêche pas la sensualité. Alors, elle fait la maline, mais... elle prend tous les animaux qui passent, elle les prend avec elle, alors fait faire une promenade. Lui, il est dégoûté, quoi. Il était pas là, il cherchait l'eau, lui. Il était au canyon. Attention. Zone un peu marécageuse. Un peu floc-floc. Ok. Ça passe au niveau du sac. De merde, connasse. Oh le cutie, putain, délire. Je vais défoncer. Marre. Putain. Je vais défoncer. Nous voici arrivés pour l'heure du bivouac. Et donc on va pas se le cacher, on est dans une zone difficile. Et compliqué. Ouais. Je suis fatiguée. C'était rude.
Ouais. Ah, j'en peux plus. Ça grippait partout, là j'ai plus de force, j'arrive plus à avancer quoi. Bon bah le début de journée ça allait, c'était plutôt cool, ça se passait bien, on avançait. Après l'après-midi a été très dur, c'est vrai qu'on s'est tapé 4 heures de terrain franchement difficile. Fin de journée j'en avais franchement marre. Je me rends compte les jours passant et puis les aventures passant que on apprend les gestes vraiment de... Parce que bon, on part en randonnée, on a dormi en hamac avant, mais quand on est en configuration près de la maison et en configuration aventure, c'est pas du tout la même chose. Et je sens que petit à petit, je me fais aussi vraiment à cette configuration de l'aventure, de l'exploration. Le corps et le mental se plient petit à petit et on apprend. Là, je suis pressée de trouver le lit. Je suis bien pressée. Il y a une glissade? Ouais, une glissade. C'est dans mon passage. C'est un petit peu ta faute du coup. De nouveau un canyon. Là ça va monter difficile pendant un moment. Anne-Laure est partie devant mais ça n'a pas l'air facile. À ce moment-là, on sait que c'est la dernière ligne droite parce qu'on pense pouvoir atteindre le sommet avant la nuit. La pente est très raide, le sol ne tient pas sous les pieds et dès que l'on veut s'accrocher quelque part, tout s'arrache. Là, vraiment, on en bave. Et en même temps, pour ma part, toute cette difficulté me fait me sentir incroyablement forte aussi. Et voilà! Grâce à cette deuxième aventure, j'ai pu vraiment approfondir ma relation avec la forêt primaire. Même si le terrain reste difficile, la nature ne me semble plus aussi hostile. Le soir, au bivouac, je n'avais qu'une envie, c'était d'aller dormir. Et pourtant, chaque matin, j'étais hyper contente en me réveillant ici. Comme si je retrouvais une vieille amie. Grâce à elle, à ses côtés, je sens que je me transforme. Ou plutôt non, que je me découvre et que je me révèle. Pour notre dernière aventure, nous décollons pour la Tasmanie, réputée pour avoir une des natures les plus sauvages du monde, mais aussi une des plus inhospitalières. Les Australiens n'ont pas attendu longtemps pour s'inspirer de la Nouvelle-Zélande afin d'aménager leurs parcs nationaux, notamment en Tasmanie. Ici, on trouve également d'excellents centres d'information, avec toutes les commodités souhaitées. En revanche, ce qui diffère de la Nouvelle-Zélande, ce sont les parties dédiées à la prévention. Ici, on encourage vivement les randonneurs à rester sur les sentiers. La faune tasmanienne regorge d'animaux dangereux, notamment les serpents-tigres, qui pullulent dans ce secteur du Mont Géryon. S'ils vous mordent, en 12 heures, vous êtes mort. Les panneaux d'information rappellent également qu'il est nécessaire d'avoir des équipements complets pour s'engager en pleine nature, parce qu'ici, même en plein été, il peut neiger ou il peut tomber des pluies torrentielles. Les refuges sont eux aussi inspirés de la Nouvelle-Zélande, avec parfois un peu plus de luxe encore. Ceux qui souhaitent conserver leur confort en randonnée peuvent vraiment se faire plaisir ici, en plus de moins avoir à se soucier du mauvais temps et des fortes chaleurs, des serpents, des araignées, ou encore des nuages de mouches qui se collent à vous dès que vous mettez le pied dehors. Et si on ne souhaite pas payer une nuit en refuge, on trouve aussi des lieux de bivouac aménagés avec des plateformes surélevées qui vous permettent de prendre un peu de distance avec les sangsues et autres bestioles.
Le Mont Geryon a la réputation d'être l'une des plus belles montagnes de l'île, mais aussi l'une des plus impressionnantes. Comme l'on veut vraiment finir en beauté, ce sera donc notre dernier objectif. Avec le Mont Geryon, on monte d'un cran dans la difficulté de l'azimut brutal. L'approche du sommet sera plus technique, il va falloir faire vraiment attention aux serpents, donc on débute ces 2 journées d'approche avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Et puis il faut dire que l'on attend beaucoup de cette aventure, tout simplement parce que c'est la dernière. Ça me va bien, hein? Il y a trop de mouches? Un peu, ouais. Ouais, et puis elles sont grosses et il y en a beaucoup. Bon, bah, ça y est, l'aventure du Mont Geryon a commencé. Petite journée pour l'instant. Alors la Tasmanie, c'est vrai qu'on entend vraiment beaucoup de choses dessus. On dit que c'est très beau et pour l'instant, je suis vraiment pas déçue. On a fait beaucoup de forêts primaires donc, qui étaient très très denses et c'est très beau. Mais au bout d'un moment, on a ce manque de ne pas avoir de vue, de ne pas avoir... voilà, on était tout le temps sous quelque chose complètement comprimé. Et là ça ouvre. Ça fait vraiment du bien. C'est très très beau. Pour le coup, moi, la seule chose que j'appréhende un peu pour l'azimut brutal à venir, c'est les sangsues. J'essaie de me préparer psychologiquement, en avoir plein sur moi, mais pour l'instant, c'est plus fort que moi et dès que j'en vois, je panique un petit peu. Donc on va vivre l'expérience du bush tasmanien en mode exploration où on va couper à travers la nature complètement brute. Il y a des serpents, notamment les serpents tigres. Il y a beaucoup de sangsues, on l'a déjà vécu aujourd'hui. Moi j'en ai vu une sur le ventre, il y en a qui montent sur les jambes, il y en a sur les sacs à dos. Donc ça demande de la vigilance. C'est drôle parce que quand je pensais à notre projet, je me disais les sangsues, ça fait aventure. Finalement, j'aime pas trop ça. On peut avoir de l'aventure sans bestioles qui vous sucent le sang. Bon, du coup, pour l'instant, demain, j'ai du mal à imaginer encore à repartir. J'ai du mal, j'ai vraiment du mal là ce soir. Tout ce que j'arrive à faire, c'est m'asseoir. Donc aujourd'hui, on est au repos, on est dans une zone avec une hutte, de l'eau qui n'a même pas besoin de filtrer, on a une zone pour la tente, etc. Tout va bien. Demain, en effet, on commence l'azimut brutal, ce sera une autre histoire, mais ce sera demain. Cette dernière marche d'approche nous met tout de suite dans le bain, car on vient de croiser un serpent tigre. L'aventure, c'est ça aussi. Apprendre à gérer ses peurs, qu'elles soient rationnelles ou non, tout en continuant à avancer. Et surtout, je n'oublie pas que le courage croît en osant et la peur en hésitant. Donc là, nous sommes arrivés au plateau Gould, avec son lac juste derrière moi, ce qui est le point de départ de l'azimut brutal, en direction du Mont Geryon, là-bas. Même si le principe d'azimut brutal est toujours le même, ce qui motive, c'est la différence de terrain. On ne sait jamais ce qui nous attend. Du coup, il nous est toujours difficile de prédire notre vitesse de progression. Ce qui finalement nous permet aussi d'être plus concentrés sur l'instant présent. Donc voici la Pine Valley, avec le Mont Geryon au bout. Et donc nous, on trace tout droit. Pour cette aventure, on avait beau avoir une carte ou un 50 millième, quand vous sortez du sentier, vous vous rendez compte que la carte est plutôt imprécise. C'est comme ça que nous sommes tombés nez à nez avec des parois verticales qui pouvaient aller jusqu'à 20 mètres, ce qui nous a obligés à sortir la corde et à enchaîner les descentes en rappel.
Bon bah, je crois que c'était une journée d'azimut brutale comme j'en rêve, avec plein de choses, plein de paysages différents. Et c'est vrai que c'était une grosse journée, je suis complètement rincée, mais je l'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait des rappels. Alors là, du coup, c'est vrai que tout de suite, on se sent dans l'aventure et puis ça s'est bien passé. Hein. On avait des rappels, mais c'était vraiment du rappel plaisir. Bon, ça reste fatigant, ça reste assez éprouvant. Donc c'était une belle journée bien complète. Là-dessus, Anne-Laure a super géré. Il faut quand même un tempérament pour faire ce type de choses. Et ben Anne-Laure, elle l'a. Bon, même si j'en avais pas de doute avant, mais là, c'était une journée quand même qui peut mettre de l'attention. Alors, quel est l'azimut aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va suivre un azimut à 347 degrés. Les jours se suivent et le rituel reste identique. On avance vers notre objectif en tenant le cap. Nous avons la chance d'avoir une belle météo et des températures clémentes avec nous, ce qui nous change de la Nouvelle-Zélande. C'est fou comme quelques rayons de soleil peuvent changer votre perception d'une aventure. Parfois, le bonheur ne tient qu'à quelques photons. Peut-être aussi parce que la nature en est sublimée. Les corps maintenant habitués et les esprits aguerris nous permettent d'aborder une nouvelle dimension de l'azimut brutal. On retrouve enfin cette relation intime avec la nature que nous sommes venus chercher. On redevient conscient de chaque détail. On reprend le temps d'observer la vie s'animer. Je sais qu'à quelques kilomètres de là, des randonneurs suivent un sentier bien balisé. Ce soir, ils seront probablement en refuge, à l'abri des sangsues, ou peut-être même de retour chez eux, enfin propres dans leur canapé. Ah, fait du bien de ce soir. Enfin. Ah, je crois que c'est l'heure de manger des noix. Notre quotidien est tout autre, mais pourtant je n'échangerai ma place pour rien au monde. La lumière de la caméra là, 4h30, je dormais bien, c'est un peu rude. Prête pour le départ ? Tout à fait. 7e et dernier jour. Là, on est motivé comme jamais. Nous attaquons cette ascension qui s'annonce la plus difficile de notre projet. Mais nous sommes contents que ce soit compliqué. Après tout, c'est aussi ce que nous sommes venus chercher. Un sommet qui ne se laisse pas faire, pour lui donner plus de saveur. Et il n'y a rien de plus fort que la symbolique de s'élever pour aller cueillir notre bonheur au pied des nuages. Voici par là où on doit passer, soit par la cheminée de gauche, soit par la cheminée de droite, mais vraisemblablement ça sort par ici. Ça va ? Nous sommes, comme vous pouvez le voir, dans une longue cheminée. Et en fait, ça nous fait arriver en contrebas du Mont Gérion. Et à première vue, après, avec des phases d'escalade plus techniques, et on n'a pas de piton, on n'a pas de quoi s'équiper, quoi. Donc, à contre-cœur, on fait demi-tour. C'est bête, hein, parce que si près du but. Donc on a joué, on a perdu. Mais on a essayé. C'est ça, l'exploration. C'est, on fait un pari, on tente quelque chose, mais ça peut ne pas marcher. Donc on va faire le Mont Gérion par une autre piste. Et je suis contente d'être arrivée jusque-là et je pense qu'il fallait vraiment essayer. Il fallait aller le plus loin possible, c'est hyper important.
Oui, nous allons devoir faire demi-tour, mais ça c'est l'école de la pleine nature et c'est pas grave du tout. En revanche, les mouches, c'est grave. On est de retour. Encore une journée qui réunit pas mal d'éléments d'aventure. Ça a été un peu raide, j'ai pris un coup au moral, faire demi-tour si près du but. Mais c'est comme ça, mais c'est vrai que ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir et surtout qu'on a envie d'aller dedans, on a envie d'essayer pour voir si ça passe, mais on n'est pas là, on n'est pas équipé pour, donc il faut pas. Donc voilà une belle journée d'aventure. Belle journée d'aventure. Bon, alors forcément un peu déçue de ne pas être arrivée jusqu'au sommet. C'était un passage très très compliqué, la première petite cheminée. Et en fait, en redescendant en rappel à cet endroit, je me suis dit, mais moi, j'ai fait ça. C'était vraiment, par rapport à ce que j'avais pu faire avant, c'était un beau morceau, donc je suis hyper contente de moi. Hyper contente qu'on ait essayé jusqu'au bout, mais c'était beau et c'était assez intense à vivre. Bon bah il est à nouveau 4h30 et on va à nouveau tenter le sommet du Mont Geryon. Après avoir coupé à travers le bush, nous rattrapons la trace qui mène jusqu'au Mont Geryon. Une voie normale qui se limite à une ligne de cairns zigzagant sur ce plateau. Nous savons que nous serons au sommet cet après-midi. Le cheminement est tranquille. Nous prenons le temps de contempler la Tasmanie. Le fait d'avoir échoué hier enlève finalement toute pression de réussite aujourd'hui. Le Mont Geryon est à l'image de cette île sauvage encore trop méconnue, qui impressionne, inquiète parfois, mais séduit toujours. Il est comme une pierre précieuse brute, non taillée. Il est comme un cadeau que la nature offre au monde. On y est! Au sommet nord du Mont Geryon. Putain! Ah, je suis heureuse. Puis tous les efforts qu'on a fait pour venir ici, c'est une belle récompense. Tu le dédies à qui ce sommet? À nous, parce qu'on l'a fait à deux, qu'on a été une bonne équipe. C'est notre sommet. T'es fier de toi? Ouais. Ouais, parce que j'avais jamais fait un truc comme ça et qu'on est venu le chercher. Mais il fallait bien un peu de préparation pour pas avoir peur, pour tenir physiquement. Ça se mérite un sommet. Le projet Azimut Brutal est né de deux rencontres. Celle d'une femme et d'un homme, celle d'une femme et de la montagne. J'ai découvert l'univers de la montagne il y a tout juste quelques années, et je suis tombée amoureuse des nuits en bivouac, des randonnées toujours un peu plus longues sur les à-pics et dans les vallées intimes, des couloirs enneigés et des cascades de glace dissimulées dans les bosquets. Mes rêves d'aventure ont grandi avec le temps, et Willy a apporté un cadre qui a permis au fantasme de devenir réalité. Aujourd'hui, je mesure la chance d'avoir eu à mes côtés quelqu'un qui a su merveilleusement bien me soutenir dans mes élans d'aventurière tout en s'assurant continuellement de notre sécurité. Aujourd'hui, je suis fière de nous, de cette équipe que nous avons formée et qui s'est transformée au fil des aventures. Aujourd'hui, je me sens forte d'être le plus souvent parvenue à voir les difficultés comme de merveilleuses opportunités pour me dépasser et m'accomplir. Aujourd'hui, je sais que chaque aventure et chaque sommet aura eu une saveur égale aux difficultés surmontées et à la force de notre engagement. Et le temps efface toutes les sensations d'inconfort.
mais laisse intact le bonheur ressenti. Ici en Nouvelle-Zélande et Tasmanie, la nature est tellement dense que lorsque vous faites demi-tour, vous arrivez à retrouver vos traces sur maximum 10 mètres. Après, il faut de nouveau s'en remettre à la boussole. Ici, votre passage est insignifiant. Ici, la nature engloutit votre présence. Les forêts primaires et les bushs sont des environnements dangereux, ça c'est certain. Les conditions de vie et de progression y sont difficiles, mais c'est le prix à payer si l'on veut réellement retrouver une nature totalement vierge, sans aucune trace de l'homme. Il faut accepter de perdre nos réflexes citadins et notre confort pour pouvoir répondre à la vraie question qui est: suis-je réellement prêt à faire partie de cette nature ? Il me semble que c'est la démarche première pour ne plus se sentir étranger sur notre terre. Outre ce bienfait personnel, cette grande expérience d'azimut brutal a été selon moi le meilleur cadeau qu'on a fait jusqu'ici pour notre couple. Ça nous a soudés comme jamais. On s'est tendu la main, on s'est encouragé, on s'est soutenu au sens propre du terme pour pouvoir achever notre projet commun. À bien y regarder, il y a quelque chose de tendre dans cet azimut qui n'est finalement peut-être pas si brutal que cela. Et la musique. Tout, 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 you, tout. Pau, 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 pau. Fortement. Piou, 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 na, na, na. Sous le soleil des tropiques, j'ai oublié les paroles. L'amour se raconte en musique. On a toute la vie pour s'aimer. En attendant, viens danser. Tu veux tes bouchons d'oreilles pour la nuit? Ouais, je préférerais, ouais, on est un peu collés ce soir. Donc, Je pense que je vais pouvoir m'endormir avec un beau sourire ce soir. Je suis contente.